Bonjour à tous et bienvenue donc à cette cérémonie de remise des trophées de l'innovation de l'INPI. Donc l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Alors pour vous présenter l'Institut et l'intérêt de cette cérémonie de ces trophées, j'appelle Martine Planche, la directrice générale déléguée de l'INPI. Bien, bonjour à tous. Bien, écoutez, voilà, je suis directrice générale déléguée de l'INPI. Je pense que vous savez tous qui est l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Le siège est maintenant à Courbevoie, nous sommes près de la Défense. Et bien entendu, nous avons un réseau, si on peut dire, régional. Et ici, vous avez donc Raphaël, qui est auprès de moi, qui est justement l'antenne régionale Haute-Normandie et qui est là depuis un peu plus d'1 an. 2 ans, elle nous fait signe 2 ans déjà. Hein. Donc, nous avons donc des délégations régionales, des antennes régionales qui sont là pour être à votre service, vous aider pour vous donner de l'information, vous aider à connaître les autres partenaires de l'innovation, pour vous aider dans des dépôts, vraiment parcourir avec vous ce qu'est la propriété industrielle et vous aider dans vos démarches. Et si on n'a pas la réponse à votre question, vous orienter vers les partenaires qui vont bien pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, on est réunis pour ces trophées INPI de l'innovation et c'est toujours un grand plaisir pour moi de remettre ces trophées. Pourquoi ? Je pourrais m'en lasser puisque maintenant, ça fait quasiment 20 ans que je les remets, mais c'est toujours un plaisir car on rencontre des entreprises, des centres de recherche qui ont une stratégie économique, qui ont une stratégie de propriété industrielle et qui contribuent, je dirais, à la vie économique qui va bien. Car si on écoute les médias, tout va mal. Alors c'est toujours un plaisir de voir que, certes, ça va peut-être pas très bien, mais il y a quand même des entreprises qui vont bien, qui se battent pour gagner des parts de marché, qui se battent pour aller à l'export, qui se battent pour, dans cette grande nébuleuse qu'est la compétitivité. Et donc, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trophées ? Ces trophées, ils ont été créés il y a plus de 20 ans. Et à un moment, on les faisait tous les 2 ans, puis on s'est dit non, on ne les voit pas assez souvent, nos entreprises, donc on va les faire tous les ans. Et depuis maintenant plus de 6 ans, on les fait tous les ans. Alors, nos antennes et nos délégations, je ne vous dis pas, ils ne sont pas des fois très contents parce qu'ils se disent qu'on les met à aller au charbon tous les ans. Mais on s'aperçoit que chaque année, ils nous trouvent des belles entreprises, des beaux centres de recherche, donc on ne va pas s'arrêter là. L'année dernière, on a fait les trophées de trophées, c'est-à-dire qu'on a primé parmi les lauréats nationaux des 20 ans passés, ceux qui étaient encore meilleurs que les autres et qui étaient devenus pour la plupart des ETI. Alors, je ne vais pas vous faire un grand discours sur le contexte économique, on l'entend suffisamment, les problèmes de compétitivité, les problèmes des enjeux qui sont les vôtres en tant qu'entreprise et centre de recherche, mais je peux vous dire qu'on sera toujours là pour vous aider, pour vous apporter par nos actions notre aide, alors à travers des outils. Il y a un outil qui est en particulier le pré-diagnostic. J'ai vu qu'en Normandie, Raphaël a rencontré 46 entreprises. C'est énorme pour une région. 46 entreprises à qui elle a apporté de l'information, elle les a sensibilisées à ce qu'est la propriété industrielle. Nous continuerons. Et même dans les années à venir, nous allons faire un pré-diagnostic, je dirais, amélioré, car nous souhaitons qu'après, il y ait un réel coaching de l'entreprise, un suivi de l'entreprise. Car pour moi, ce qui est important, et vraiment pour l'INPI, ce qui est important, c'est que l'entreprise, elle utilise la propriété industrielle, et surtout, si elle ne l'utilise pas, elle sait pourquoi. C'est-à-dire qu'en gros, la propriété industrielle, c'est une boîte à outils, dans lequel on va trouver les titres de propriété industrielle, puisque nous sommes avant tout l'organisme national qui délivrons les titres de propriété industrielle, qui sont les brevets, les marques et les dessins et modèles. Par nos actions de sensibilisation et de formation, nous essayons de vous faire connaître au mieux cette boîte à outils, et par des actions aussi que nous faisons avec nos partenaires ici présents, eh bien, des actions d'aller vers l'export, de se développer sur le financement. Et c'est vraiment un travail qu'on mutualise de plus en plus entre nous, INPI et les partenaires. D'ailleurs, aujourd'hui, notre antenne régionale est même logée chez un partenaire. Donc, si vous montrez à quel point nous voyons une importance sur la chaîne de l'innovation.
Nous voyons aussi que la région Haute-Normandie est bien en augmentation de dépôts de brevets et vraiment très vivace, hein, puisqu'il y a 27% d'augmentation des brevets publiés. Sachez qu'en France, on n'en a que 4%. Donc, continuez à devenir une grande région. Alors, c'est une région, je suis venue il y a un mois, et certains d'entre vous étaient présents, pour un projet très important qui porte sur la formation et la recherche. Et j'étais là en présence de mesdames les ministres Fleur Pellerin et Nicole Bricq pour inaugurer un projet Innovante. Alors dans la salle, vous avez nous sommes membres fondateurs de ce projet, mais les personnes qui agissent sur ce projet sont là. N'hésitez pas à leur poser des questions, car c'est un projet de formation qui est ambitieux à destination des PME pour favoriser l'innovation et l'export, mais qui fédère des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des collectivités, des groupes d'entreprises. Et on compte bien que ce projet Innovante, le retrouver dans la France entière dans les mois qui viennent. Il y a aussi, bien sûr, les chercheurs, et nous comptons bien aussi, parce que vous avez pu lire peut-être le discours de Geneviève Fioraso et les mesures qu'elle lance, justement l'importance qu'elle voit au transfert de connaissances et de performances des laboratoires de recherche vers les entreprises, et je pense que c'est un point très important. Donc vraiment, on veut être au cœur de ce développement de la propriété industrielle, mais aussi le développement des entreprises. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Nous trouverons toujours une solution à vos questions et Raphaël sera toujours là pour vous donner la bonne solution, et si elle ne l'a pas, elle ira vers les partenaires que vous êtes pour trouver la solution. Alors je ne voudrais pas prendre trop de temps sur ce discours, hein. Je serai encore là tout à l'heure et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des idées ou des besoins ou des prestations que vous voudriez qu'on mette en place, n'hésitez pas à venir me voir. Alors avant tout, je vais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à la sélection des lauréats. Eh bien, il y a eu un jury qui s'est réuni, composé de représentants, alors j'espère que je n'ai oublié personne, la CCIO de Normandie, les DIREC, la D2RT, UbiFrance, Oseo, AFNOR, le Conseil régional, les universités, Scénari, je crois que c'est là d'ailleurs que Raphaël vit, hein, on ne va pas les oublier, le réseau des pépinières, le Havre Développement. Et donc, c'est vraiment un choix qui s'est fait en partenariat. Et je peux vous dire que je trouve que le choix est très beau. Et demain, je vais présider le jury national et je ne manquerai pas de favoriser, sans faire de favoritisme, s'il y a un beau dossier. Je serai là pour le pousser, l'expliquer, pour que le jury, peut-être, choisisse un des lauréats. Donc, je vais laisser la parole à Dorothée pour mener la suite de cette belle cérémonie, pour vous dire qui sont les lauréats et aussi à qui on va remettre ce trophée. Alors, avant qu'on fasse la remise, je voudrais vous présenter ce trophée. C'est une création, vous voyez, c'est un biscuit de Limoges, ça a été fait par une créatrice à Limoges, et vous voyez qu'elle a une petite allure de mouche érapier, enfin, c'est vraiment une création. Et il y a des brevets, il y a aussi une marque qui est faite par une petite entreprise de la région de Limoges. Donc, je pense que ça sera un bel objet que nos lauréats ont le plaisir de garder. Et surtout que c'est un objet, alors je vais vous le présenter, je ne voulais pas vous montrer le nom du lauréat, donc je ne voulais pas vous le montrer dans le bon sens. Mais voyez qu'il est, j'espère que vous pourrez le mettre dans vos entreprises. Dorothée, je vous laisse la parole. Merci de votre attention. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de visionner un film qui présente donc les trophées de l'innovation de l'INPI.
Linux, la recherche et développement, c'est vraiment clé. Selon les années et selon les dépôts qu'on peut avoir, c'est entre 7 et 10% de notre chiffre d'affaires qui est dédié à la recherche et développement. Pour réussir et pour qu'une petite entreprise devienne une grande entreprise, il faut avoir une vision à long terme, automatiquement. Et pour ça, il y a deux clés, c'est l'innovation et pensée internationale. La reprise de Look depuis 1998 a été bien évidemment une formidable aventure humaine qui s'est traduite par une multiplication du chiffre d'affaires par 4 depuis ces 14 années et une multiplication de l'effectif de l'ordre de 10. Ce qui nous guide chez Look, c'est l'innovation, la passion et la compétition. Dans le domaine de la recherche et du développement, on utilise 10 personnes sur 83, donc c'est un quota important. C'est vrai que le marché est très concurrentiel. On est entre autres face à d'énormes monstres, je ne citerai pas de nom, mais on a des concurrents qui ont 50, 60 000 employés. Mais je pense que si on a de bonnes idées, une bonne stratégie et un marketing bien pensé, et puis d'excellents commerciaux, il y a moyen de se battre. L'Institut FEMTO est un institut de recherche public dédié aux sciences de l'ingénieur, mais également qui a la vocation de mener des recherches aussi bien exploratoires que des recherches beaucoup plus appliquées, en particulier en partenariat très fort avec l'industrie. Cette proximité avec nos partenaires industriels permet de sensibiliser nos chercheurs et nos doctorants à un certain nombre de réalités économiques et à la création d'emplois. Quand on se bat contre un concurrent, le fait d'être breveté, ça évite aux concurrents d'avoir l'envie trop rapide ou trop affichée de copier. Dans ce sens-là, c'est le côté épouvantail. Ça peut être un hérisson aussi, parce que si quand même il s'aventure dans le plagiat ou la copie, il peut se piquer. C'est pour ça qu'il y a cette double fonction, outre le titre de propriété industrielle par lui-même, d'épouvantail, faire peur, et d'hérisson, se défendre. La stratégie de l'entreprise, elle est très simple, c'est de l'innovation et toujours de l'innovation et le développement des parts de marché à l'export, surtout dans les pays en voie de développement. Au fur et à mesure que le niveau de vie augmente dans ces pays, la part de la cosmétique augmente. Je veux dire un grand merci à tous les lauréats parce que franchement, ça donne très envie d'être entrepreneur, très envie d'innover. Donc je crois que c'est un exemple absolument magnifique. Alors pour remettre le premier prix, j'appelle Martine Planche. Voici l'enveloppe. Qui est le premier lauréat à qui j'ai l'honneur de remettre le prix? C'est le laboratoire SMS. Et donc j'accueille Monsieur Gérard Coquerel. Alors avant de poser des questions au professeur Coquerel, je vous propose de regarder un film de présentation du laboratoire SMS. Le laboratoire a pour nom Sciences et méthodes séparatives. Il a été créé en 1997 et a dédié la plupart de ses recherches à la cristallisation, c'est-à-dire la germination et la croissance cristalline. Alors les brevets sont, disons, des choses très importantes pour notre laboratoire et nous avons été pionniers en la matière. En définitive, dans les 20 dernières années, nous avons déposé 39 brevets qui se séparent en deux classes, l'une de 34 qui sont des brevets stratégiques déposés par nos partenaires industriels et 5 brevets qui sont là cette fois-ci déposés par l'université dont l'université est le seul propriétaire.
Et à la vérité, la valorisation se fait principalement sur ces 5 brevets dont la propriété relève de l'université à elle toute seule. Ça consiste à d'abord faire de la recherche de très bonne qualité, avoir des procédés robustes. Et à partir de ces procédés, il s'agit de savoir si ça a une dimension économique, voire une dimension stratégique également, et de savoir si à partir de cela, on peut imaginer un processus de valorisation derrière. À la suite de l'évaluation en interne au laboratoire, on va pouvoir discuter et pondérer l'intérêt ou pas de faire une publication et un brevet ou un brevet. Et à ce moment-là, nous passons dans l'étape de valorisation à proprement parler, c'est-à-dire dépôt de brevet, suite au rapport de recherche, voir quelles sont les extensions qu'on fera, et là c'est de la pure stratégie, et puis commencer à démarcher des industriels qui vont après voir quel est l'intérêt qu'ils peuvent avoir. Bien sûr, nous allons les accompagner et à partir du dépôt de brevet, on a en gros plus de travail en valorisation que l'on en avait avant. Alors pour compléter peut-être ce qui est dit dans le film, j'ai envie de vous poser quelques questions. Rapprochez. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de la culture de la valorisation à l'université? Oula, là, ça va être, ça risque d'être long. Ça risque d'être long. Bon, disons que cette culture est naissante. Bon, je pense que le laboratoire, et je dis ça sous le couvert du président, a été pionnier en la matière. Nous avons depuis au moins 20 ans déposé 39 brevets. Je pense que ça montre quand même qu'on est sur une activité extrêmement riche à ce niveau-là et que nos contacts avec l'industrie sont excellents. Quand je dis contact, c'est l'industrie régionale, c'est l'industrie nationale, c'est aussi l'industrie internationale en Europe et en Amérique du Nord. Donc là, il faut, disons, en termes de culture, il faut s'impliquer. Et je crois que la fin du petit film que vous avez réalisé, je vous en remercie, est instructif à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il faut non seulement innover, mais après s'occuper du transfert de technologie vers l'industrie. Et ça demande encore plus de travail qu'innover véritablement. Alors justement, quels sont les défis prochains pour le laboratoire ? Bien, les défis, ils sont multiples. On est dans un domaine qui est assez sophistiqué, le domaine de la cristallisation de composés qui ne veulent pas toujours cristalliser, de composés qui sont de plus en plus compliqués. Dans le domaine de la pharma, les médicaments sont de plus en plus, disons, correspondant à des molécules vraiment complexes. Et leur capacité à cristalliser ne suit pas toujours. Donc nous arrivons dans des domaines où techniquement, ça devient plus difficile et il nous faut convaincre nos partenaires qu'il nous faut nous donner du temps et des moyens pour y arriver, car de toute manière, on y arrivera. Alors, est-ce qu'à l'université, on pourrait faire plus vite et mieux? Oh oui. Oh oui, oh oui. Mais bon, je pense que déjà ce genre d'événement est quand même une prise de conscience, et le fait que j'ai été, je vous en remercie, le premier primé, montre quand même que les laboratoires académiques, quelque part, et sous l'impulsion de la présidente, je pense qu'on devrait petit à petit rentrer dans cette dynamique-là, mais il y a toute une culture à créer, il y a toute une prise de conscience à avoir, et il faut effectivement aider les chercheurs dans la continuité, Monsieur le Président. Le message est passé. Je pense qu'il est peut-être temps de vous remettre votre prix. Eh bien voilà, c'est un grand plaisir pour moi de le remettre. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Je vais vous demander de rester ensemble, de vous avancer un petit peu pour les photos. Alors,
pour remettre le prix au deuxième lauréat, j'appelle Jérôme Rousseau, directeur régional d'Oseo. Bonjour à tous. Juste un petit mot avant de remettre ce prix pour dire que pour Oseo, c'est un énorme plaisir d'être à cette manifestation parce que pour nous, l'innovation est au cœur du sujet. Pour nous, l'innovation est un facteur clé de compétitivité pour l'entreprise. C'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement, la compétitivité. Pour nous, ça passe par l'innovation. Et dans l'innovation, ça passe également par la protection industrielle et intellectuelle de nos innovations, de nos recherches, de nos développements. Et donc, c'est donc avec un plaisir tout particulier que je participe à cette remise de prix. Donc, le prix est remis à l'entreprise Nutri7, Thomas Couillet. Alors, pour bien comprendre ce qu'est Nutri7, je vous propose un petit film de présentation. Nutri7 est une société normande spécialisée depuis 25 ans dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de produits nutritionnels pour le traitement et la prévention de la malnutrition, principalement des enfants dans les pays en développement. L'innovation est au cœur de l'activité de Nutri7 depuis ses débuts. C'est cette innovation qui a permis le développement du produit tel que Plum Peanut, qui est aujourd'hui le produit le plus utilisé dans la lutte contre la malnutrition aiguë sévère des enfants, malnutrition qui touche plus de 26 millions d'enfants dans le monde chaque année. C'est aussi cette activité d'innovation qui est matérialisée par un département recherche et développement de plus de 25 personnes qui collaborent en 2011 à plus de 60 programmes de recherche dans le domaine de la nutrition, mais aussi dans des domaines de biochimie, chimie, anthropologie, sociologie. Donc c'est une activité vraiment au cœur de la stratégie de Nutri7. La propriété industrielle pour Nutri7 ne doit pas être considérée comme une fin en soi. Il ne s'agit pas uniquement de déposer des titres. On doit toujours se poser la question de savoir comment on va pouvoir créer des richesses, comment on va pouvoir valoriser les résultats de nos activités de recherche et développement. Bien sûr, Nutri7 fabrique sur son site en Normandie les produits tels que Plum Peanut, mais depuis 2005 a une démarche de transfert de technologie vers les pays du Sud les plus touchés par la malnutrition. Cette stratégie de propriété industrielle du coup, a été matérialisée par la création d'un réseau de producteurs locaux appelé Plumpyfield, qui regroupe aujourd'hui 12 producteurs locaux dans les pays du Sud, qui ont permis collectivement en 2011 de réalimenter plus d'1 million d'enfants et qui sont à l'origine de la création de plus de 500 emplois. Thomas Couillet, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin dans ces explications. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc le positionnement de Nutri7 dans un secteur donc très spécifique qui est celui de l'humanitaire? Oui. Alors, tout d'abord, je voulais remercier mesdames et messieurs du jury qui ont accordé leur reconnaissance aux travaux de Nutri7 dans sa stratégie. Alors, Nutri7, c'est une aventure qui dure depuis plus de 25 ans dans un domaine très spécifique qui est la lutte contre la malnutrition. Dans les pays pauvres, c'est une aventure qui est uniquement dédiée à la malnutrition depuis plus de 25 ans, avec un mandat qui est toujours resté le même, celui de nourrir les enfants, et qui s'est même étendu à celui de l'autonomie nutritionnelle pour tous. Alors, est-ce que vous aussi, donc Nutri7 a 25 ans, est-ce que vous pouvez nous parler donc de l'évolution de la société et aussi de son engagement qui est resté constant? Voilà, si on peut parler de... On doit retenir un terme pour Nutri7, c'est la constance dans ses engagements depuis 25 ans. Alors, c'est toujours une entreprise indépendante, familiale, dont la deuxième génération est représentée ici par Adeline Escan, qui est notre directrice générale. C'est une constance aussi dans
toujours innover pour proposer des solutions nutritionnelles adaptées aux enfants. Toujours accompagner aussi les programmes de recherche, alors la recherche en développement en interne, mais aussi la recherche en externe, sur le terrain. Toujours accroître encore plus les capacités de production. En quelques chiffres, Nutri7, c'est 60 000 tonnes de capacité de production annuelle, ce qui dépasse la demande mondiale pour pouvoir pallier aux urgences. C'est en 2011 35 000 tonnes de produits fabriqués qui ont permis de réalimenter plus de 2 millions d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et qui ont permis d'apporter un support nutritionnel à plus de 2 500 000 enfants atteints de malnutrition aiguë modérée. C'est toujours aussi accroître l'accessibilité du produit, et cette accessibilité, elle passe aussi par le développement d'un réseau de producteurs locaux. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce réseau de producteurs locaux qui ont un peu la force de Nutri7? En termes d'innovation, on a eu une grande innovation en 1996, ça a été l'invention du premier aliment thérapeutique prêt à l'emploi, Plum Peanut, dont on parle dans le reportage. Mais le deuxième grand vecteur d'innovation, ça a été ce transfert de savoir-faire, de technologie dans les pays du Sud, ce qui n'était pas une mince affaire. L'idée est partie d'un raisonnement assez simple, pragmatique. Les pays du Sud ont assez peu accès à l'innovation, aux centres de recherche. Et la démarche de Nutri7 a été de se dire, on va aller sur place, là où les populations ont le plus besoin du produit, et fabriquer le produit sur place. Et donc on a mis en place un réseau de producteurs locaux qui marche avec Nutri7 dans le cadre d'un réseau de franchise dans lequel on amène un transfert de technologie. Et je parlais dans le reportage de valorisation de l'innovation. Cette valorisation de l'innovation, elle passe par le transfert de technologie dans les pays en développement. Merci beaucoup. Jérôme Rousseau, si vous pouviez remettre le prix. Écoutez, je suis très content de vous remettre ce prix. On voit très clairement à travers ce film que Nutri7 a vraiment mis l'innovation et le dépôt de brevet au cœur de sa stratégie de développement. Donc pour moi, il est tout à fait mérité, et cette reconnaissance va à l'entreprise Nutri7. Et pour Oseo, c'est également un plaisir parce qu'on a été à vos côtés dans cette aventure. On a accompagné différents projets d'innovation, et voir que ça aboutit et que ça continue son envol à l'international. On est vraiment très très heureux de vous avoir accompagné et de vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Alors pour remettre ce troisième trophée, j'appelle Nicolas Mayer-Rossignol, conseiller régional délégué aux entreprises et à l'innovation. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour à tous. D'abord une toute petite précision, mais vous ne le saviez peut-être pas, il se trouve que je suis vice-président de la région en charge de l'économie, de l'emploi et des énergies depuis quelques semaines. Donc vous êtes tout excusés. C'est un grand plaisir pour moi de représenter la région, Alain Leverne, son président, ici. Je ne vais pas être très long, simplement vous dire que l'innovation de manière générale est évidemment au cœur de la politique régionale. Finalement, ce que nous disent les entreprises, ce que nous disent tous les acteurs économiques, c'est une chose assez simple. Les entreprises, elles recherchent la croissance dans un contexte en général qui est quand même assez mondialisé de concurrence. Et les clients, eh bien les clients, ils achètent soit, et c'est pas incompatible, ce qui est moins cher, soit ce qui est de qualité, ce qui est innovant, ce qui fait la spécificité, ce qui fait qu'on va aller plutôt vers ce produit ou ce service qu'un autre. Et c'est là où on a une carte à jouer. Bien sûr, il y a la question de la compétitivité coût, et l'actualité au niveau national montre que le gouvernement s'y intéresse de très près et de manière tout à fait proactive. Mais il y a la compétitivité hors coût, innovation, et c'est notre salut, c'est une de nos clés pour l'avenir. On achètera normand et au normand parce qu'on trouve dans les produits, dans les services de cette région une certaine excellence. Et à travers ces quelques exemples qu'on vient de voir, je crois qu'on peut être fier. Je ne veux pas détailler parce qu'il y aurait beaucoup d'autres exemples à montrer, mais on peut être fier. Et souvent, on sous-estime
l'excellence de notre territoire dans de nombreux domaines. Je voudrais dire un mot par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure de manière totalement humoristique, mais vis-à-vis de l'université. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire pour rapprocher, moi je suis un fervent partisan de cela, le monde universitaire, le monde de la recherche et les entreprises. Mais il faut aussi dire que les établissements d'enseignement supérieur, et l'Université de Rouen et l'Université du Havre notamment, mais les établissements d'enseignement supérieur et de recherche font déjà beaucoup pour ça. Et si vous regardez en réalité le pipeline, pour prendre un mot français, le flux d'entreprises innovantes, de création d'entreprises innovantes, vous vous apercevez qu'il y en a quand même un certain nombre, et un nombre tout à fait substantiel, qui sont en réalité issus de développement, de recherche, de travaux qui ont été réalisés dans les structures publiques des établissements d'enseignement supérieur de recherche, j'ose dire normands, à l'échelle du PRES, haut et bas normand, avec l'appui bien souvent d'ailleurs des collectivités et singulièrement de la région dont vous savez que ce n'est pas la compétence au sens juridique du terme, mais qui s'est engagée fortement par la volonté politique, en l'occurrence d'Alain Leverne, pour soutenir la recherche et l'innovation. Un seul chiffre, on s'était engagé en 2010 à doubler le nombre d'allocations pour soutenir les étudiants en recherche sur le territoire, d'allocations régionales. Cet engagement sera tenu avant la fin de la mandature, puisqu'il sera doublé dès la fin de l'année prochaine. Donc, vous montrez que l'université et les établissements d'enseignement supérieur de recherche sur le territoire sont parmi les premiers pourvoyeurs d'entreprises innovantes sur notre région et qui essaiment d'ailleurs éventuellement au-delà. Donc c'est non pas pour rétablir une vérité, mais simplement pour équilibrer les choses, même si évidemment on a tous à travailler ensemble pour construire et développer et renforcer cet écosystème de l'innovation. Dans l'innovation, il y a évidemment la question de la propriété intellectuelle. Peut-être juste un mot pour remercier vraiment Madame Raphaël Krummeich. Où est-ce qu'elle est, Raphaël, je me souviens d'une conversation que nous avions eue ensemble il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans. À l'époque, vous étiez venu me voir pour proposer de mettre en place à titre expérimental cette antenne INPI sur le territoire. J'avais dit banco, on est allé voir le président de la région qui a dit banco et ensemble on a mis ça en place. Et voilà, à titre modeste, mais quand même concret et utile pour le territoire, une des réalisations, et c'est grâce à vous et je vous en remercie. Alors j'ai parlé trop longtemps, mais je vais quand même annoncer le lauréat. En l'occurrence, il s'agit d'une lauréate pour la société TFChem, Géraldine Deliancourt. Bonjour. Je vous propose de regarder le film de présentation de TFChem. J'ai créé TFChem en 2007 sur la base de travaux qui avaient été initiés à l'IRCOF, en fait, au sein des laboratoires de l'INSA et de l'Université de Rouen. Nous avons ensuite fusionné en mars 2010 avec Sirona Biochem, une entreprise basée à Vancouver, avec laquelle on avait une licence historique sur un de nos brevets qui avait été faite en 2009 pour le développement d'agents pour lutter contre le diabète et notamment d'inhibiteurs de SGLT. Pour nous, les brevets, c'est vraiment l'actif de l'entreprise. C'est au travers de ces brevets que nous allons réaliser la commercialisation, soit via des licences ou soit via des cessions. Donc aujourd'hui, on apporte un soin extrêmement important à toutes ces phases à la fois de protection et d'extension de ces brevets, avec des arbres de décision qui sont clairement définis, avec des études de marché, en ayant clairement identifié nos partenaires potentiels, les potentiels de chiffre d'affaires, mais aussi notre capacité financière pour pouvoir avoir des brevets les plus sûrs et les plus commercialisables. La valeur importante de l'entreprise, elle n'est pas seulement dans les brevets, mais aussi dans la plateforme technologique que nous développons. Aujourd'hui, au sein de TFChem, on utilise en fait l'atome de fluor pour développer des biomimes de sucre qui ont le même potentiel que les sucres naturels, mais sans les inconvénients. Et aujourd'hui, on peut l'appliquer à la fois pour le développement de candidats médicaments ou d'ingrédients pour la cosmétique. On
a 5 programmes qui sont en développement au sein de TFChem, à la fois des programmes cosmétiques et thérapeutiques. En tout cas, au niveau des programmes cosmétiques, aujourd'hui, on a essentiellement un programme sur des agents dépigmentants qui a bénéficié d'un cofinancement en fait, lors du dernier appel à projet du FUI. Donc cofinancement à la fois par le région, par l'État et par le FEDER, et qui inclut des partenaires régionaux, donc comme Biogalénis et l'Université de Rouen. Géraldine de Liencourt, on parlait à la fin du film du FUI. Qu'est-ce que le Fonds unique interministériel a permis de financer ? Alors tout un projet de développement, en fait, on avait, grâce à cette technologie, la possibilité de développer des agents dépigmentants. Il faut savoir que c'est un marché très très important, 10 milliards de dollars, en plein essor, essentiellement orienté vers l'Asie. Aujourd'hui, il existe sur le marché des produits qui présentent de nombreux inconvénients, et notamment des toxicités, risque de mutagénicité pour l'utilisateur. Aujourd'hui, la technologie nous permettait de développer des mimes de ces molécules qui évitaient le relargage de substances toxiques. Donc c'était l'idée de départ. Ce financement nous permet de développer le projet du début, donc de la phase vraiment de discovery jusqu'aux cliniques, donc jusqu'à chez l'utilisateur, avec des partenaires régionaux, puisqu'il y a Biogalénis et l'Université de Rouen qui sont impliqués sur le plan de développement, et puis une enveloppe quand même allouée qui est de 2,3 millions d'euros, enfin, enveloppe globale du projet avec 1,4 million qui est apporté par les financeurs. Donc vraiment un outil extrêmement important pour nous pour développer ces projets. Alors justement, pour développer un portefeuille de brevets de qualité, vous avez trouvé une solution. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Nous, j'en profite aussi pour remercier à la fois l'INPI et le jury pour nous avoir choisis pour ce trophée. Parce que c'est important pour nous, c'est vraiment une mise en avant de notre stratégie de propriété intellectuelle. Et quand on vend la propriété intellectuelle, vous imaginez que c'est un outil de communication important. C'est aussi, alors ça l'est pour l'entreprise, mais ça l'est aussi pour l'équipe, parce que la propriété intellectuelle, c'est aussi une histoire d'équipe. Chez TFChem, il y a des gens qui sont des scientifiques, donc qui participent au contenu de la propriété intellectuelle, qui font que cette propriété intellectuelle est extrêmement forte, parce que derrière ça, il y a des gens qui sont très compétents. Mais ça s'est aussi amplifié avec la fusion avec Sirona, donc une entreprise basée à Vancouver, qui nous a apporté tout l'opérationnel, donc avec la vision marché, avec la vision business, et qui nous a permis aussi d'avoir du coup une dimension beaucoup plus importante dans la propriété intellectuelle. Donc tout notre portefeuille, il est lié à cette stratégie et à ce mélange des genres en termes d'équipe. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. C'est avec un grand plaisir vraiment que je vous remets ce trophée largement mérité. Merci. Alors pour ce dernier prix, j'appelle le préfet de la région Haute-Normandie, Monsieur Pierre de Bousquet. Bonjour à tous. D'abord, le dernier prix, ce n'est pas le plus petit prix. Tous ces prix sont à égalité. Je m'en suis assuré avant d'accepter de terminer, parce que je ne veux pas que mon filleul se considère comme moins honoré, moins flatté d'être le dernier prix. Il y a 4 prix ex aequo. C'est bien ça, hein? Bon. Ensuite, merci à l'INPI de sa constance et de sa présence depuis tant d'années sur ce sujet de la protection industrielle. Je crois que c'est très important, et le nombre que vous êtes ici, puis la qualité des gens qui participent à cette manifestation disent assez que, au-delà de la qualité et au-delà de l'innovation, qui sont les 2 dimensions principales des réussites que nous honorons aujourd'hui, eh bien, la sécurité institutionnelle, sécurité
technique, sécurité juridique, est également à prendre en considération, parce que c'est ça qui permet de sécuriser la valorisation des projets et des produits. Tout ça est réuni ici. Tout ça fait partie de la compétitivité hors coût, à laquelle M. Meyer-Rassignol faisait allusion tout à l'heure, et qui est évidemment une des dimensions les plus importantes de nos capacités régionales. Quand on voit ces petits films de présentation, on voit que ce soit le travail, la capacité, la puissance des laboratoires de recherche de notre université, dont je salue le président, avec le laboratoire Sciences et méthodes de séparation, SMS. Quand on voit ce qui peut sortir de l'université et des laboratoires de recherche de l'université et être transformé en produits, en projets d'entreprise TFKM de Madame de Liancourt, quand on voit l'originalité, la grande originalité du travail de Nutri7 et sa capacité d'exportation. Je feins de ne pas savoir qui est le 4e lauréat, mais je le sais déjà un peu. C'est une industrie beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus classique en apparence, mais une véritable industrie, et qui, elle aussi, vous le verrez, sur le fondement de la qualité, sur le fondement de l'innovation, a permis un développement et une exportation assez forte. Voilà pourquoi je me réjouis et je me félicite de tout ce qu'on constate ici et qui a sa source en Haute-Normandie. Voilà, fin de du suspense pour Monsieur Christophe Vinsonneau, président de CDH Group, Centaure, Douarrib et Merlin. Avant de passer à la remise du trophée, je vous propose donc un film de présentation de la société et du groupe CDH. CDH Group, c'est 3 marques internationales sur le marché de l'accès en hauteur et de la manutention. Centaure, échelle, escabeau, à Merlin, brouette, monte matériaux, Douarrib, échafaudage, aluminium, IFIX. C'est 6 sites de distribution et de fabrication, 3 en Europe, 3 en France. Leader mondial sur des familles comme la brouette, avec un petit peu plus d'1 million d'unités vendues. Un réseau de distribution en France, professionnel et grand public, et à l'export, plus de 35% du chiffre d'affaires dans plus de 50 pays. CDH Group se distingue avec ses produits innovants, c'est plus de 110 brevets et modèles renouvelables en permanence, avec plus de 60% des brevets qui ont moins de 5 ans. Dès la conception, on se pose la question de ce qui est protégeable, de ce qui a été protégé par d'autres, et alors on adapte notre stratégie avec des brevets qui ont un caractère soit offensif, soit défensif. Ce qui est essentiel, c'est l'interconnexion entre la production et l'innovation. En effet, c'est la maîtrise de la production qui nous permet, sur le long terme, l'innovation. Quand vous produisez, c'est plus facile de repousser les limites et donc de créer et d'innover avec un bureau d'études chez CDH Group qui comporte un peu plus de 10 personnes. Enfin, l'innovation permet d'améliorer sans cesse nos processus de qualité avec un focus particulier sur la satisfaction client, mais aussi en allant un peu plus loin avec une démarche qualité NF, une éco-conception et un développement durable. L'innovation, la protection avec nos brevets nous permet de continuer notre développement, en particulier à l'export où la compétition mondiale est rude, sur des marchés en reconstruction comme l'Afghanistan, la Libye et dernièrement Haïti. Monsieur Vinsonneau,
Vous parliez justement à la fin du film de marchés de reconstruction. Quels sont les besoins de ces marchés? Ouais, c'est une belle question, mais je voulais remercier aussi Monsieur le Préfet pour sa petite introduction. Effectivement, on est très honoré d'être là avec vous parce qu'on est au milieu d'entreprises qui technologiquement sont extrêmement pointues. Et de l'autre côté, on a des produits qui, a priori, sont somme toute basiques, hein, parce qu'une échelle, une brouette, un échafaudage, ça fait longtemps, très très longtemps. Et la roue, par exemple. Et pour répondre à votre question, c'est ce développement et cette créativité qui a permis de développer des produits et des innovations, comme si je peux prendre plusieurs exemples. Comme vous le savez, il y a un gros travail sur le TMS ou les TMS aujourd'hui, hein, entre autres les troubles musculo-squelettiques. Et on est en train de développer des produits comme une brouette où on va avoir un peu moins d'un tiers de charge dans les bras, un petit peu plus de 2 tiers de charge sur la roue. Donc, voilà, ça fait pas voilà, c'est étonnant, mais c'est comme ça. On est en train de développer aussi, parce qu'on fait partie des 3e ou 4e causes d'accidents du travail, hein, extrêmement important, en échelle un peu, en échafaudage beaucoup, sur des montages en sécurité pour permettre aux monteurs de travailler et de monter et de démonter les échafaudages en toute sécurité. Puis, plus anecdotiquement, mais on a tous, et vous avez tous là dans la salle au moins un escabeau, un petit marchepied chez vous. Hier, on les planquait dans le placard, dans la cave, etc. Mais on essaye de sortir des produits qui correspondent aux couleurs de vos maisons, aux couleurs de vos pièces, et on ne le planque plus, on le met. Alors, on n'est pas encore en objet de décoration, mais on s'y approche. Alors, j'ai entendu dire que la recette de votre succès venait notamment de la fusion de 3 marques pour constituer le groupe CDH. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de l'identité de ces 3 PME? Oui, c'est une aventure qu'on a commencée il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant, parce que ces 3 entreprises sont 3 entreprises françaises. Centaure, c'est 1936, De Rive, c'est 1952, Amerlin, c'est 1867. Centaure est en Normandie, De Rive est en Vendée et Amerlin est en Alsace. Donc il a fallu déjà mélanger les 3 cultures, parce qu'une culture vendéenne avec une culture normande et une culture alsacienne, c'est assez différent. Mais quand on y arrive, c'est très très structurant. Et voilà. Et puis la deuxième chose, c'était d'arriver à faire travailler des PME familiales ensemble, au milieu d'un projet avec plusieurs objectifs. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais dans les objectifs, il y a la satisfaction client, très très important pour nous. Le deuxième objectif, c'est l'innovation, parce qu'on est sur des produits basiques et sans innovation, demain, vous êtes mort. Et puis, enfin, on n'en a pas encore parlé là, mais les intervenants n'ont pas encore parlé, mais on a aussi une culture du résultat, parce que nous sommes un groupe profitable. Et c'est aussi avec les profits qui nous permettent aujourd'hui de continuer notre développement et nos, entre autres, recherches un petit peu poussées dans des produits en aluminium ou en acier. Monsieur le Préfet, c'est l'heure de remettre le prix. Vous avez compris qu'on a tous eu, ou on aura tous, à la fois une brouette Merlin et un escabeau Centaure chez soi. Longue vie au groupe CDH. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bravo. Pour le mot de la fin, j'appelle Martine Planche. Bien, je crois que tout a été dit, hein. Mais ce qui est important, c'est qu'encore une fois, je pense qu'on a des lauréats qui ont démontré combien l'innovation et la propriété industrielle sont des facteurs clés du développement économique. La présence de Monsieur le Préfet, de Monsieur les Présidents, de Mesdames, Messieurs ici présents, montre à quel point on va tous dans le même sens. Le développement des entreprises, des centres de recherche, la jonction recherche-entreprise, les transferts de technologies.
Je crois que ça montre à quel point on y tient tous à ce développement. Alors bravo aux lauréats. Je suis vraiment impressionnée par les dossiers qui ont été présentés. Comme je vous l'ai dit, je préside le jury national demain et j'espère que le jury fera le choix au moins d'un d'entre vous, car malheureusement, on n'en prime jamais deux de la même région. Vous vous doutez bien, il y a de très beaux dossiers partout, mais je l'espère vraiment et j'en serais très ravie de voir que un d'entre vous, on le retrouve en lauréat national. Je souhaite à ces lauréats beaucoup de succès dans leurs projets à venir, en cours, et vraiment aussi tous mes remerciements aux partenaires qui ont constitué le jury, car je pense que ce travail en commun, ce travail constructif que nous menons au quotidien ensemble, eh bien, va faire progresser cette croissance auquel on croit tous, car on sait bien qu'en ce moment, le monde est difficile. Merci aussi aux organisateurs de ce salon. Merci à l'ADEAR et à la CREA, à son représentant, Monsieur le vice-président Alain Ovid, qui nous a permis d'être là, au sein de ce salon. Et puis, pour terminer, bravo à Raphaël, qui est ma collaboratrice et qui a permis cette manifestation. Donc, je crois que la suite, c'est une photo de tous les lauréats avec leurs parrains. Et ensuite, j'aurai le plaisir de vous accueillir autour d'un verre dans cette salle même. Merci. Si les lauréats et les parrains et marraines pouvaient nous rejoindre sur scène.